Donc, pour le squelette, il n'y a pas d'os parfaitement droit ou de sphère parfaite. Et donc, si vous commencez par dessiner des personnages avec des traits très droits comme ça, on va aboutir à une sorte de Playmobil, on va dire. Euh, Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est au niveau de deux choses. D'abord, on va essayer de déterminer ce qu'on peut appeler une sorte de ligne d'action. Si votre personnage est debout, en général, on ne se tient pas debout de manière très droite, comme j'ai pu le faire sur le schéma. Les gens ont tendance à plutôt s'appuyer sur une jambe. Et donc, ça permet de donner au squelette quelque chose d'un peu plus dynamique, on va dire. Euh, et la deuxième chose, et ça fait une sorte de ligne d'action. Et la deuxième chose, on va dire, c'est au niveau du torse. C'est là-dessus qu'on va peut-être se focaliser un peu plus, vu que c'est euh, premier essai sur l'anatomie d'une certaine façon. Au niveau du torse, ce qu'il faut bien repérer, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, comme j'ai fait ici, elle n'est pas droite. Vous allez d'abord avoir une première courbe, donc votre personnage, on va dire qu'il est de profil. Vous avez une première courbe exagérée. Là, je fais vraiment que des schémas pour comprendre. C'est la première partie du squelette. Ensuite, vous avez une autre courbe, très exagérée. Ça va donner une espèce de personnage un peu bizarre. Ensuite, une autre courbe. D'accord? Ça se finit par le coccyx. D'accord? Donc, vue de profil, au niveau du torse, votre colonne vertébrale, elle fait une première courbe dans ce sens, puis une autre ici, puis une autre là, et la petite dernière, c'est le coccyx en bas. D'accord? La première partie du squelette ici, ce sont ce qu'on appelle les 7 cervicales. Ensuite, vous avez 11 vertèbres ici qui correspondent à la cage thoracique, donc ce sont les vertèbres thoraciques. Et après, vous avez les 5 dernières, ce sont les 5 lombaires, qui constituent au bas du dos. Et juste au-dessous, vous avez le bassin. Donc, les 7 cervicales, et ce qu'il faut savoir, c'est que la septième à ce niveau-là, elle est plus ou moins visible. Elle est surtout visible chez les femmes en général, mais dans plein de cas, le fait de pouvoir voir sur un modèle la septième cervicale, ça vous permet de comprendre où commence le cou et où se termine le dos. Ensuite, vous avez ces vertèbres ici au niveau de la cage thoracique, et ce sont des vertèbres qui ne sont pas vraiment mobiles. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience. Ce qui va bouger surtout, c'est au niveau des cervicales et au niveau des lombaires, les 5 qui sont ici. Donc voilà un petit peu au niveau du torse. Au niveau du squelette, c'est vraiment ce qu'il y a à comprendre d'abord. Alors, on va aller un petit peu plus en détail sur toujours la partie squelette au niveau du torse cette fois. On va essayer de voir au niveau du squelette. Je vais d'abord le faire de face, d'accord? Donc c'est toujours mes petits schémas un peu simplifiés, d'accord? Parce que l'idée c'est vraiment de comprendre le concept avant d'aller sur des choses plus esthétiques. Euh, Ce qui se passe, la région qui est vraiment importante à comprendre au niveau du torse et du squelette, c'est au niveau des clavicules et des omoplates. Donc là, de face, euh, c'est pas vraiment là où ça va se jouer. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est plutôt de dos, et il faut comprendre le rôle des omoplates et des clavicules. Donc l'omoplate, on va schématiser ça par des petits schémas comme ça, parce que ça correspond vaguement à la forme générale d'une omoplate. Et vu de dos, l'omoplate, elle a une excroissance osseuse ici. C'est l'épine de l'omoplate. Et l'épine de l'omoplate ici, elle est reliée au clavicule. Elle est reliée au clavicule dans une zone qui s'appelle l'acromio. Et en fait, c'est le fonctionnement des clavicules et de l'omoplate, c'est ça qui entre en grande partie dans la mobilité du bras. Sur votre omoplate, ici, vous avez une excroissance à ce niveau-là, qui s'appelle la fosse glénoïde. Et dans cette excroissance, vous pouvez insérer l'os de l'humérus, ici.
Donc, quand vous dessinez un personnage et que vous le dessinez un peu de cette façon, en fait, euh, j'exagère exprès, comme à chaque fois. Là, vous savez, en fait, c'est que vous n'avez pas vraiment compris où se situe la rotation du bras. Et si on reprend de face ici, eh ben, il y a l'excroissance, fosse glénoïde, et après, il y a l'humérus ici. Donc, l'articulation du bras, elle ne se situe pas ici ou ici, en fait. Elle va se situer au niveau de l'omoplate, plus ou moins ici. Euh, L'autre chose aussi au niveau des clavicules, c'est que les clavicules ne sont pas droites. Les clavicules ont la forme d'une espèce de guidon de vélo comme ça ici. Après, c'est vrai que dans certains angles, surtout lorsque le personnage est en plongée ou en contre-plongée ou en fonction de la musculature de la personne, il peut y avoir des moments dans le dessin où on a tendance à dessiner un peu droit. Mais de base, l'omoplate, ça a la forme d'un guidon de vélo. Et petite chose que j'avais oublié de préciser, c'est au niveau de la cage thoracique. En fait, la cage thoracique, le haut de la cage thoracique va aller vers le cou. Et les premières côtes de la cage thoracique sont soudées. Et c'est cette ouverture qui va constituer en fait, la plupart du temps, la grosseur du cou en fait ici. D'accord? Les premières côtes sont soudées ici. Ensuite, vous avez le sternum. Et au niveau de la cage thoracique, les deux dernières côtes ne sont pas soudées. Toutes les autres côtes vont remonter vers le sternum avec une partie de cartilage ici. Et les premières côtes ici sont soudées. En fait, ce qui donne la largeur d'un personnage, c'est plus au niveau des omoplates et des épaules. D'accord? Ici. Alors que la cage thoracique, elle remonte là. Et souvent sur les dessins, on a tendance à voir des gens qui font des cages thoraciques qui sont pratiquement presque sphériques ou ovoïdes. Alors que anatomiquement, la cage thoracique va aller vers le cou. Maintenant, on va attaquer plus la partie des muscles du torse. Alors, on va reprendre toujours les petits schémas que j'ai fait tout à l'heure. Encore une fois, en anatomie, le plus important, c'est d'abord de comprendre le concept, l'architecture globale, avant d'aller sur les détails. Donc, on va reprendre quelque chose un petit peu déformé, mais au moins, ça sera clair. On va pouvoir s'y retrouver. On va fixer ici les omoplates qui sont derrière, donc on est des faces, fosse glénoïde ici. Et on va quand même placer les humérus, même si on ne va pas faire les bras ici et notre clavicule. Voilà, on a un joli petit robot, mais qui va nous aider à comprendre un peu mieux l'anatomie. On va commencer par les pectoraux, parce qu'en général, c'est là, honnêtement, où je vois le plus d'erreurs. Et les pectoraux, ils vont avoir comme point d'origine, on va dire, la partie au niveau du sternum et de la clavicule. Donc on a une grosse partie ici, qui va être ce qu'on appelle la partie sternale. En fait, c'est la partie la plus grosse des pectoraux. Parce que le pectoral, enfin ce pectoral-là, on va dire, il se divise en trois parties. Donc la partie sternale, et ensuite vous avez une partie abdominale ici, toute petite partie. Et ensuite vous avez la partie claviculaire, donc qui va s'insérer sur la clavicule ici, et ensuite sur l'humérus. Et en fait, l'autre chose que j'aurais dû préciser, c'est que le sens des fibres ici, musculaires, ça va du sternum vers le premier tiers de l'humérus ici. D'accord? Donc ça va là-bas. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce que dès que votre personnage va lever le bras, votre pectoral, il va suivre en fait. D'accord? Le pectoral va suivre au niveau de point d'insertion ici, il va suivre l'humérus. C'est pour ça que c'était important de comprendre le squelette d'abord. Donc, pectoral, trois parties, une partie sternale, une partie abdominale, une partie claviculaire. Juste à côté du pectoral, vous avez le deltoïde. Donc le deltoïde, on va le dessiner ici, lui aussi se divise en trois parties. Vous avez une partie claviculaire qui est bien visible de face. Vous avez une partie centrale qui va être visible de profil.
et vous avez une partie dorsale. Et ça, je vais essayer de la dessiner vue de dos ici, parce que votre deltoïde, il va, sur la partie dorsale, il va se fixer sur l'épine de l'omoplate, ici. Et vous aurez la partie ensuite centrale ici au niveau de la prono. Sachant que face glénoïde et ensuite humérus. Donc là, c'est vraiment exagéré. Mais au moins, on sait où ça commence, où ça se termine. C'est important de comprendre les points d'origine et les points d'insertion des muscles parce que ça va créer des courbes en fait. D'accord? Et ces courbes-là, c'est ce qu'on dessine. Et savoir où ces courbes commencent et où ces courbes se terminent, et ben, ça va nous aider beaucoup pour la partie esthétique. Donc le deltoïde commence devant et se termine derrière. Il se divise en trois parties, la partie claviculaire, la partie centrale et la partie dorsale. Au-dessous, vous avez les abdominaux, donc ça va commencer vers 4e, 5e côte, à peu près ici, et aller vers le bassin en bas. D'accord? Les abdominaux, ici. Donc pas, ça, les gens, ils savent plus ou moins le dessiner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue anatomique, pardon, c'est que les abdominaux ne sont pas parallèles. D'accord? Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils ne sont pas parallèles. Donc votre six-pack, pardon, c'est pas l'histoire de la tablette de chocolat, ça ne marche pas comme ça. Les abdos sont jamais parfaitement uniformes de cette façon-là. Mais en bande dessinée ou en illustration, si on a envie de le faire et que c'est esthétique, eh ben, il ne faut pas hésiter à le faire. De toute façon, l'esthétique prime sur, on va dire, la rigueur anatomique. Jusqu'à un certain point, on va dire. Pectoraux, deltoïdes, abdominaux. Ensuite, vous avez un autre groupe de muscles qui va être important, c'est ce qu'on appelle les externobliques. Donc, ça commence au niveau de la cage thoracique ici, pour simplifier, et ça va aller sur un repère anatomique qui est important au niveau du bassin, ce sont les ailes iliaques et surtout la partie de la crête iliaque ici. Crête iliaque, hop, et l'externoblique va se fixer, les externobliques vont se fixer ici. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle aussi les poignées d'amour. Donc, je n'ai pas fait un dessin, je pense que les gens ont compris. Externoblique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les muscles fonctionnent toujours par paire. Si vous avez un muscle qui fait une action, vous avez toujours un muscle qui fait l'action inverse. Par exemple, pour les abdominaux, ils vont surtout servir à faire pencher le bassin en avant. Et dans le dos, vous avez un groupe de muscles, il y en a pas mal, mais on va dire que les erectus spinae, par exemple, vont faire relever le dos. Pareil, le biceps, il va servir à la motricité du bras dans un sens, et les triceps, qui sont derrière, vont servir dans l'autre sens. Donc, toujours par paire, et vous avez en général que deux états possibles pour un muscle. C'est-à-dire que soit le muscle est actif, c'est-à-dire qu'il est gonflé, voilà, de forme de boule, soit il est passif. Ce qui veut dire que quand le biceps il est au repos, il va être allongé. Et à ce moment-là, c'est votre triceps qui aura tendance à gonfler un peu. Et si votre biceps il est en action, donc il se contracte, il gonfle, à ce moment-là, c'est votre triceps qui va être allongé. Donc ça peut aider si jamais vous dessinez de tête et que vous le savez, et ça vous permet de jouer sur les courbes et de rendre une anatomie peut-être un petit peu plus réaliste, si c'est le cas. Un autre muscle ici, ça va être le serratus, qui se situe au niveau de la cage thoracique ici, et il est visible vraiment lorsque la personne est vraiment musclée. C'est une espèce de petites dents ici, au nombre de 3 ou 4. Et en fait, le serratus, il va remonter le long de l'omoplate derrière ici. Et c'est un des muscles qui permet de maintenir les omoplates et qui joue un peu sur leur mobilité. Après, on pourrait voir ça dans le cas où on fait les muscles du dos. Mais le serratus, parce que le personnage est bien musclé, il va plutôt arriver dans cette zone-là, ici. Donc, en gros, sur cette partie de la cage thoracique, vous avez ces muscles-là qui sont importants. On les a vus parce que ce sont les muscles qui définissent le plus les personnages lorsqu'ils sont musclés. Si vous avez un personnage qui est un peu musclé dans votre illustration ou dans votre BD, c'est ces muscles-là qu'il faut vraiment connaître
et savoir bien dessiner parce que c'est eux qui définissent le plus la forme générale du personnage. C'est peut-être pas utile d'aller par exemple sur le petit pectoral, parce que le petit pectoral il est sous le grand pectoral, celui qu'on a vu ici. Et ça, on pourrait le voir un peu plus en détail après, mais pour l'instant, c'est pas utile. Peut-être les deux derniers muscles qu'on va essayer de voir ici, ça va être au niveau du cou ici. Donc, ce qui est très visible de face, ça va être les trapèzes qui sont derrière ici. Et le trapèze, c'est plus un muscle du dos, mais une partie est visible ici. Et l'autre muscle qui est assez important et qui constitue souvent un repère pour le dessin, ce sont ce qu'on appelle les sternos. Les sternos, c'est un mot un peu barbare en fait, puisque ça désigne les sternocléitomastoïdiens. Mais comme c'est trop long, on a plutôt tendance à dire sterno. Et les sternos, ils vont se fixer derrière le conduit auditif, c'est-à-dire derrière l'oreille, et se fixer sur la zone centrale des clavicules qu'on appelle le manubrium. Donc, ici les sternos et derrière les trapèzes. Et en fait, c'est les deux muscles principaux vraiment visibles en fait. On a beaucoup au niveau du cou, mais heureusement, la nature a épargné les artistes parce qu'il y a un muscle assez plat en fait qui va recouvrir une partie de ces muscles-là qui s'appelle le platysma et qui va recouvrir un peu tout ça. On viendra peut-être un peu en détail après sur le sterno parce que le sterno, on peut le dessiner comme une seule bande en fait, comme un V qui entoure un peu le cou et le visage du personnage, mais les sternos, il se divise en deux parties au niveau des clavicules. Donc, en gros, voilà à peu près les muscles principaux du torse. Les pectoraux, en trois parties, qui vont s'attacher sur l'humérus. Le deltoïde qui fait le tour de l'épaule, en trois parties aussi. Le serratus, plutôt visible lorsque le personnage est assez musclé. Les abdominaux, ça tout le monde sait. Et les externes obliques qui servent à faire pencher votre personnage à droite ou à gauche. Ensuite, vous avez au niveau du cou, il y a juste les sternos et les trapèzes. En fait, si on compte, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 7 muscles vraiment importants à connaître, en sachant que 7 ou 8, en sachant que ce qui est à droite est comme ce qui est à gauche. Donc, en gros, l'anatomie n'est pas si compliquée si vous l'abordez de cette façon. C'est-à-dire que vous essayez de simplifier les choses et de savoir exactement où ça commence et où ça finit. Donc, voilà, en gros, pour les muscles du torse vus de face.